Article intéressant du Monde diplomatique d'août 1993 qu'on peut mettre en rapport avec les actuels métavers de Mark Zuckerberg. L'ère de l'après-télévision a déjà commencé. La révolution des images virtuelles. De nouvelles images numériques, synthétiques et virtuelles sont en train de conquérir le monde. Les superproductions cinématographiques, Jurassic Park de Steven Spielberg, les émissions télévisées, les jeux et les parcs à thème ne peuvent déjà plus se passer de ces images spectaculaires capables de donner des formes inédites à l'imaginaire. Avec elles, tout devient possible. Tous les trucages, toutes les simulations, toutes les manipulations. Elles fascinent et font rêver, mais elles permettent aussi de travailler à distance et de faire la guerre. Si l'enjeu culturel, artistique, éducatif est considérable, l'enjeu économique et industriel ne l'est pas moins. Les grandes manœuvres ont déjà commencé autour de la télévision de haute définition numérique et interactive et des futures autoroutes électroniques entre les câblos-distributeurs, les concepteurs de logiciels et les fabricants de microprocesseurs. Une civilisation est en train de naître avec des répercussions considérables, parfois inquiétantes, sur la démocratie et la formation des citoyens. Par Philippe Keot. Depuis quelques années, le monde des images connaît une révolution dont toutes les conséquences sont loin d'avoir été complètement perçues. Cette révolution est comparable à l'apparition de l'alphabet, la naissance de l'imprimerie ou l'invention de la photographie. En effet, il ne s'agit pas simplement d'un aménagement ou d'une diversification des techniques audiovisuelles connues, mais bien de l'apparition d'un système de représentation à part entière, d'un outil d'écriture originale, articulant d'une manière inédite l'informatique, les télécommunications et l'audiovisuel classique, et constituant un nouveau moyen de création, mais aussi de connaissance. L'image, jadis méprisée par les clercs parce que simple copie du réel, fantasme inconsistant, devient un outil de travail efficace, une arme économique et même guerrière, un moyen d'action et d'exploration cognitive favorisant la recherche théorique. La révolution des nouvelles images ne s'est pas faite en un jour. Plusieurs étapes technologiques majeures ont été nécessaires avant de faire basculer l'image dans une autre ère, n'ayant plus grand-chose en commun avec le passé. La première étape a été l'apparition des techniques de synthèse et de traitement numérique de l'image, qui remontent aux années 60, mais qui ne se sont développées que pendant les années 80. Grâce à la synthèse numérique, on peut désormais créer des images parfaitement réalistes en les calculant par ordinateur avec une qualité équivalente ou même supérieure au rendu photographique. En utilisant l'ordinateur et des modèles mathématiques pour créer ces images, on s'affranchit de la nécessité d'une réalité visible, préalable, dont dépend par exemple la photographie ou la vidéo. Cela a pour principale conséquence de permettre la simulation de ce qui n'existe pas, ou de ce qui n'existera jamais, et de donner une forme visible, réaliste, aux idées les plus abstraites ou aux rêves improbables. La science et l'industrie ont su très tôt s'emparer des outils de simulation et de conception assistée par ordinateur. Le cinéma a compris plus tardivement tout le profit qu'il pourrait tirer de l'impact sur le public des effets spéciaux numériques. Dans des films comme Abyss ou Terminator 2 de James Cameron, ou encore tout récemment Jurassic Park de Spielberg, les auteurs ont combiné de façon indécelable des images synthétiques et des images naturelles. Les techniques de synthèse réalistes autorisent un clonage parfait de la représentation humaine ou d'animaux. La technique du clonage, c'est-à-dire la possibilité de faire un double parfait en image de synthèse de tout objet ou être animé, est en pleine expansion. On clone des Tyrannosaurus Rex dans Jurassic Park et le personnage qu'incarne Richard Bohringer dans 20 000 lieues sous les mers, film en tournage de Didier Pourcel. La télévision américaine clone aussi Monsieur William Clinton, affublé de la coupe de cheveux de Monsieur Ross Perot à l'occasion du scandale du Airgate. Au Japon, on simule des neurobébés au comportement guidé par des programmes à base de réseaux neuronaux, et en Suède, on synthétise des clones dotés d'une aura virtuelle pour des applications de télétravail. Alors petite parenthèse, c'est incroyable parce qu'on nous parle déjà de réseaux neuronaux en 1993, alors que dans le grand public, ça fait tout juste que, je sais pas moi, 3, 4, 5 ans que on entend parler de réseaux neuronaux qui ont des capacités supérieures aux algorithmes. C'est pas exactement la même chose que des algorithmes, mais c'est étonnant de lire ça dans un article de 93. Les systèmes d'animation de clones virtuels se perfectionnent et leurs applications se multiplient. Les progrès des jeux de réalité virtuelle,
ça aussi en 93, permettent comme à Singapour de créer des parcs à réalité totalement virtuels. La prochaine étape sera d'accéder à ces parcs dématérialisés à partir de sa propre console de micro-ordinateur. Avec la synthèse d'images, les modèles abstraits peuvent inspirer des images bien concrètes, réalistes. Avec le traitement d'images, il est possible d'analyser et de manipuler des images déjà existantes pour en extraire les caractéristiques utilisables. Certaines applications de vision par ordinateur utilisent simultanément les deux techniques synthèse et traitement. De toute réalité observable, on peut tirer des images réelles, mais on peut aussi en tirer un modèle, une interprétation symbolique permettant de simuler cette réalité. Les deux sortes d'images, réelles et synthétiques, peuvent alors être comparées, confrontées pour améliorer tant les critères de l'analyse faite sur le réel que les modèles de synthèse et de simulation. Les applications de cet aller-retour entre réalité et simulation, entre images et modèles, vont du pilotage des missiles de croisière et du guidage des lasers de découpe industrielle à la reconnaissance des visages ou à la prise de vue automatique d'animaux sauvages. On peut aussi combiner analyse et synthèse dans une même image. La nouvelle génération de radars SAR, Synthetic Aperture Radar, reconstruit des images infrarouges à haute résolution des terrains survolés par les avions et les combine avec des images de synthèse représentant les données cartographiques caractéristiques, routes, chemins de fer, forêts, permettant ainsi de lire directement l'image infrarouge tout en vérifiant sa cohérence. Ces techniques sont capables de performances parfois troublantes. Le système EPSIS, récemment présenté au salon Imagina 93 de Monte-Carlo, permet de substituer électroniquement et de manière indécelable des panneaux publicitaires synthétiques à des panneaux réels situés en bordure de terrain de jeu, de façon à adapter l'information publicitaire aux aires de diffusion. En matière d'image, désormais, on ne peut plus en croire ses propres yeux. La seconde étape importante a été une très rapide augmentation des performances des processeurs graphiques utilisant la technologie RISC, processeur à jeu d'instruction réduit, permettant de démocratiser le calcul des images en temps réel. Celui-ci donne la possibilité de modifier les images instantanément et d'interagir immédiatement avec elles. L'image calculée instantanément n'est plus enregistrée une fois pour toutes comme au cinéma ou en vidéo, mais elle est produite à la demande, en fonction du contexte et des réactions de l'utilisateur. L'image n'est plus limitée au rôle de copie ou de mémoire d'une réalité disparue, elle acquiert une réalité, une vie propre de manière interactive. Cette technique, hier encore réservée aux simulateurs militaires, se généralise avec de nombreuses applications scientifiques, industrielles, médicales, architecturales et se banalise même pour un large public avec les jeux électroniques. Le coût de fabrication des processeurs graphiques capables de produire des images 3D en 3 dimensions, en temps réel avec une résolution proche de l'image de télévision, devrait tomber à 200 francs aux alentours de 1995, selon M. Jim Clark, le fondateur de Silicon Graphics, l'un des plus grands constructeurs de stations de travail graphiques. Se déplacer à l'infini. Les images virtuelles, enfin, représentent une étape supplémentaire. Elles donnent le sentiment d'une immersion dans l'image, grâce à des techniques de visualisation stéréoscopique. Avec le virtuel, nous ne sommes plus devant les images comme nous sommes devant les écrans du cinéma ou de la télévision, mais nous pouvons enfin, comme Alice, entrer dans l'image. Nous pouvons plonger et évoluer dans des espaces, des lieux virtuels, des cyberspaces, du nom inventé par le romancier William Gibson dans son livre Neuromancer. Il est possible de se déplacer à l'infini dans ces mondes virtuels à 3 ou même à n dimensions, chacun des points de ces espaces virtuels pouvant éventuellement servir de passage vers d'autres espaces informationnels. Les techniques d'immersion développées sont déjà très diversifiées. Elles vont des viseurs stéréographiques à moyenne résolution, commercialisés par des firmes comme Sense8, Verontier World et W Industries, aux viseurs à haute résolution, 1280 par 1024 pixels, produits par Nvision, en passant par les lunettes virtuelles à bon marché, environ 200 $, qui seront mises en place par Sega of America à la fin de l'année et qui permettront d'avoir une vision immersive à 360 degrés pour la console de jeu 16 bits Genesis. Donc petite parenthèse, vous voyez que tout ça n'a rien de nouveau, y compris les vidéos à 360 degrés sur YouTube. Déjà, des téléviseurs 3D à effet stéréographique percevables sans lunettes sont expérimentés par la chaîne NHK au Japon.
Cependant, le fin du fin en la matière est sans conteste le scanner rétinien à laser mis au point par le Human Interface Technology Laboratory de l'Université de Washington, qui inscrit directement les images au fond de l'œil avec un laser à basse intensité. Il n'y a plus alors d'image ou d'écran proprement dit, mais excitation directe du nerf optique par les rayonnements laser. Les mondes virtuels sont accessibles aux utilisateurs par de nombreuses techniques d'interaction. Le corps, dans ses moindres mouvements et dans ses moindres attitudes, est en effet susceptible d'être mis en relation avec le monde virtuel dans lequel il évolue. Un nouveau rapport entre le gestuel et le conceptuel est alors envisageable. On peut même aller jusqu'à parler de greffe ou d'hybridation entre le corps et l'image, c'est-à-dire entre la sensation physique réelle et la représentation virtuelle. Les concepts deviennent en quelque sorte non seulement visibles, mais tangibles. Réciproquement, tout geste, toute attitude peut se traduire de façon formelle, abstraite, modélisable. Cette fluidité des représentations est caractéristique de l'univers des nouvelles images. Une autre conséquence de la numérisation et la virtualisation des images est leur propension à être mise en réseau interactif. Le courrier électronique, e-mail, préfigure depuis quelque temps déjà une sorte de communauté électronique mondiale, donc là c'était en 93, échangeant texte, images, programmes informatiques et même séquences vidéo. Plus de 15 millions de personnes sont ainsi reliées à travers le monde, et toute personne disposant d'un micro-ordinateur, d'un modem et d'une ligne téléphonique peut être raccordée au réseau Internet qui fut créé aux États-Unis en 1969 par le Pentagone pour faciliter les échanges de données entre centres de recherche. Internet vit désormais de sa propre vie par réticulation confédérative de plus de 12 000 réseaux, sans qu'aucune instance supérieure ait la haute main sur ce maillage sans cesse croissant. Nous assistons tout simplement au début de l'ère cyberspatiale, préfigurée par les diverses communautés virtuelles, où l'on circule sous forme de clones synthétiques plus ou moins réalistes, représentant des personnes réelles ayant revêtu une apparence virtuelle. Alors, petite parenthèse, ça décrit totalement ce que fait Mark Zuckerberg avec Facebook et Meta. Déjà, les donjons et dragons multi-utilisateurs, les MUD, envahissent les réseaux internet et les premières expériences de cybersex lancent le genre rose, sans doute pour longtemps. Avec les images virtuelles, des formes nouvelles de téléprésence, de télétravail sont possibles grâce à la télévirtualité. Sur les réseaux à bande étroite comme Numéris et même le réseau téléphonique ordinaire peuvent circuler désormais des clones, des avatars ou des alias chargés de nous représenter symboliquement à toute heure et en tout point du globe. On peut rencontrer par délégation nos correspondants dans des scénographies virtuelles partageables. Lors d'Imaginat 93, pour la première fois en Europe, diverses expériences de télévirtualité ont été organisées entre Monte-Carlo, Paris, Karlsruhe, New York et Brie-sur-Marne. Ainsi, l'Institut national de l'audiovisuel, INA, a organisé avec IBM, Media Lab et France Télécom une liaison télévirtuelle pendant laquelle le père Di Falco, situé à Monte-Carlo et muni d'un viseur stéréographique, a pu rencontrer, dans une simulation tridimensionnelle virtuelle de l'abbatiale de Cluny, la conservatrice du musée de Cluny, elle-même située à Paris. Les deux personnes étaient l'une et l'autre représentées sous forme de clones, pouvant se déplacer et pointer des détails d'architecture intéressants. Alors, petite parenthèse, c'est quand même étonnant que l'INA se soit intéressée à ça. IBM, Media Lab et France Télécom, je peux comprendre, mais l'INA, c'est quand même étrange. Eux qui sont censés collecter les archives audiovisuelles françaises, entre autres. Des expériences de communautés virtuelles sont conduites aux États-Unis et au Japon depuis plusieurs années. On peut citer l'expérience Habitat créée par Lucasfilm Games et Quantum Computer Service, ayant fonctionné de 1985 à 1989 sur un réseau reliant plusieurs milliers d'ordinateurs personnels Commodore 64, ou encore le Caribé Club de Quantum Link, qui a réuni depuis 3 ans plus de 15 000 participants. Une version techniquement plus avancée de cette communauté virtuelle, appelée Fujitsu Habitat, est installée au Japon sur le réseau NiftyServe avec des ordinateurs personnels FM Town, déjà pendant la guerre du Golfe. Dans tous ces cas, les participants sont représentés sous forme de dessins très simplifiés. Citons en revanche le projet ExploreNet, destiné aux écoles primaires,
qui reconstitue une nature virtuelle avec des montagnes, des forêts, des déserts, des cours d'eau, des grottes, et dans laquelle on peut s'immerger interactivement. Des réseaux virtuels à finalité artistique commencent à faire leur apparition aux États-Unis, comme le projet Virtopia à l'Université de Floride ou le musée virtuel de l'Université Carnegie Mellon. Chaque participant peut contribuer à l'environnement virtuel collectif en bâtissant ses propres pièces d'exposition, en introduisant ses outils de travail et en les faisant partager aux autres. L'armée américaine s'est intéressée depuis longtemps au réseau de mondes virtuels avec le développement du concept de simulation interactive distribuée. Conçu dès 1983, le réseau SimNet était opérationnel en 1986. Il s'agissait de mettre un grand nombre de simulateurs en réseau pour reconstituer le champ de bataille avec l'ensemble de ses composantes. Pendant la guerre du Golfe en 1991, le Pentagone a ainsi créé une base de données appelée Saki, simulant en 3 dimensions l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Irak, et permettant aux pilotes de chasse et de bombardiers de s'entraîner avant toute opération sur le terrain avec une parfaite interopérabilité de tous les simulateurs. Il était possible avec Saki de rejouer les phases décisives de certains engagements pour les analyser sous n'importe quel angle, sous n'importe quel point de vue. Les prochaines étapes de SimNet sont à l'étude. La saisie et la simulation tridimensionnelle de la planète tout entière à l'aide de photos satellites transformées automatiquement en paysage 3D. Ça y est, ils l'ont fait moins de 10 ans plus tard que ça avec Google. On pourra bien sûr simuler la météo, mais aussi creuser des tranchées, bâtir des abris, traverser des fleuves animés par des forts courants, etc. Avec les avions, les chars, les hélicoptères, les navires et les AWAC, tous virtuels, le haut commandement pourra jouer à une guerre totale virtuelle dans son apparence, mais bien réelle quant à son efficacité, ses possibilités d'entraînement et de préparation de missions ou même d'évaluation tactique et stratégique. Les réseaux virtuels permettent également des formes très avancées de télétravail. Il ne s'agit plus simplement de téléconférence ou de visioconférence, mais bien de partager, de la façon la plus simple et la plus intuitive possible, des informations éminemment interactives, évolutives, riches en représentations diverses, images, sons, modèles graphiques, simulations, tableurs, données de toutes origines. Le virtuel permet de tester de nouvelles métaphores, de nouvelles conceptions du travail en groupe. Le terme anglo-saxon de groupware, mal traduit en français par collecticiel, ou les notions de Computer Supported Cooperative Work, CSCW, ou travail coopératif aidé par ordinateur, ou encore de Concurrent Engineering, ingénierie partagée, couvrent des champs entiers d'études et d'applications. Des centaines de systèmes de CSCW sont en cours de développement pour des applications de messagerie multimédia et hypertextuelle, de partage d'écran ou d'environnement virtuel, d'aide graphique à la coordination et au management. On évoquera parmi d'autres le projet de système d'aide à la décision Executive Briefing System, utilisant une batterie de 3 écrans permettant de nombreuses fonctions de visualisation, de simulation, de dialogue interactif et de contrôle, développé par le National Science Highway to the White House, dans le cadre plus général des autoroutes électroniques évoquées par le vice-président Albert Gore. Le Massachusetts Institute of Technology, MIT, avec le projet OVAL, la Mitre Corporation avec Collage, Xerox PARC avec son Video Wall et le projet RAV, AT&T Bell Labs avec un rapport, l'Université de Virginie avec les projets Monet et Comics, NTT au Japon avec les projets Clearboard ou Teamwork Station, et enfin le projet Giganet en Suède, sont autant d'exemples d'une conscience grandissante de l'importance des interfaces visuelles et virtuelles dans les outils de télétravail. Avec les réseaux virtuels se marient les capacités de la télématique et celles de l'imagerie de synthèse. À terme, le marché potentiel est énorme puisqu'il correspond au marché des futures générations des réseaux télématiques grand public, le Minitel de l'an 2000, et plus encore au marché de renouvellement des téléviseurs dont la prochaine génération de haute définition devrait correspondre à des sortes de téléordinateurs capables de s'interconnecter avec 500 ou 1000 canaux de télévision, de se brancher sur les messageries électroniques mondiales et de produire des simulations graphiques 3D en haute définition pour des jeux virtuels.
Il ne s'agit pas là de spéculation futuriste ou d'une prédiction futile. En mai dernier, lors d'une conférence organisée par la NASA à Houston, Texas, celle-ci et l'armée américaine ont montré leur profonde implication dans les technologies du virtuel et leur intention d'en généraliser l'usage pour leurs actions de formation et d'entraînement. À cette conférence, le groupe sur les technologies de la réalité virtuelle du Bureau pour la science et la technologie du gouvernement américain, groupe composé de représentants de 15 ministères ou agences, a identifié plusieurs secteurs prioritaires pour l'utilisation de ces technologies: création de bibliothèques numériques et de bases de données accessibles en ligne, formation professionnelle, médecine, aide à la réhabilitation des handicapés, amélioration de la vie des personnes âgées, loisirs, jeux. Ces réseaux virtuels n'attendent qu'une chose: le développement des futures autoroutes de données pour révéler leur plein potentiel. Si l'on examine les rapprochements récemment opérés entre le numéro 1 mondial des programmes Time Warner Inc., le géant de la câblodistribution Telecommunications Inc. et Microsoft Corp., la plus grande entreprise de logiciels, afin de définir en commun un standard pour les futurs programmes de télévision interactive, si l'on prend en compte les accords entre Intel Corp, Microsoft et General Instruments pour concevoir un terminal capable de gérer les 1000 programmes qui seront bientôt amenés à domicile, ou encore si l'on observe la collaboration entre Time Warner Inc., Silicon Graphics et Scientific Atlanta pour une expérimentation à Orlando, Floride, dès 1994, de télévision numérique interactive basée sur la technologie MIPS et les réseaux d'ATM, Asynchronous Transfer Mode, et visant plusieurs milliers de foyers, alors on ne peut que prendre conscience de la nécessité et de l'urgence d'une politique européenne des nouvelles images suffisamment visionnaire pour saisir le caractère crucial et universel de ces imageries de demain et suffisamment réaliste pour miser dès maintenant sur les atouts de l'Europe: une extraordinaire diversité culturelle, une compétence indéniable en matière de logiciels, un marché potentiel considérable. Mais l'enjeu le plus important, parce qu'il commande tout le reste et qu'il prépare l'avenir, est celui de l'éducation, de la formation et de la recherche. Il s'agit d'une révolution scripturaire, de l'apparition d'un nouveau système d'écriture. Il faut apprendre à lire et à écrire cette langue-là. Les images numériques, synthétiques et virtuelles constitueront de plus en plus une sorte de néo-réalité, à côté de la réalité, mais parfaitement capable de nous aider à la dominer, à la comprendre ou au contraire susceptible, par sa puissance même, de renforcer les exclusions et les aliénations de ceux qui n'auront pas eu accès à ce nouveau système symbolique. Les combinatoires et les mélanges entre diverses sortes d'imagerie, entre le réel et le virtuel, entre le synthétique et le naturel, vont introduire de nouvelles rhétoriques de l'image. Les espaces virtuels équivalents à des champs de données dont chaque point peut être considéré comme la porte d'entrée vers un nouveau champ de données, vers un nouvel espace virtuel, lui-même conduisant à d'autres espaces de données. De nouvelles formes de navigation mentale seront nécessaires pour se repérer dans ces labyrinthes informationnels en constante régénération. Quel contrôle par le citoyen? Bien entendu, avec de tels outils, on pourra s'attendre à voir se développer de nouvelles formes de manipulation et de trucage. Les techniques militaires de déception et de séduction, couramment employées de nos jours dans la guerre électronique, illustrent à merveille cette faculté des signaux d'information à être truqués, manipulés, détournés, captés et traités pour mieux tromper l'adversaire. La frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus impalpable et les pierres de touche permettant de distinguer les divers niveaux de vérité des représentations et d'en évaluer la crédibilité sont de plus en plus difficiles à maîtriser. Les techniques de la numérisation et de la virtualisation mettent toutes les informations sur le même plan symbolique, quel que soit leur degré d'abstraction, et permettent théoriquement tous les passages entre le réel et le virtuel, n'importe quel mélange de nature et d'artifice. À la télévision se développe déjà, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de faire appel aux techniques du virtuel, nombre de vraies fausses émissions de reality show et autres faux directs saupoudrés de dramatisation censés nous dévoiler le monde avec des images préparées, mieux que les images réelles ou tournées en direct ne sauraient le faire. On est en droit de penser que la maîtrise absolue qu'offre le numérique sur l'image, au pixel près, sera trouvée rapidement preneur. Il est urgent que se développe une conscience de ces problèmes, que s'améliore la formation du citoyen,
que se mettent en place au plus tôt les moyens d'une nouvelle forme d'alphabétisation. L'image, devenue un moyen d'écriture, ne doit plus jamais être regardée comme allant de soi, distraitement vue, mais doit désormais être soigneusement lue, analysée, comparée à son contexte, comme les citoyens ont appris à le faire dans le domaine de l'information écrite. Le développement des réseaux virtuels exigera une attention accrue à des problèmes encore insoupçonnés. Par exemple, les mondes virtuels dans lesquels nous pourrons plonger et naviguer donneront un côté éminemment réaliste, palpable, tangible et apparemment crédible à n'importe quelle simulation. Il sera de première importance d'instituer des garde-fous, de jeter les bases d'une éthique de l'imagerie virtuelle, d'objectiver les points de vue, de situer avec précision les niveaux d'expression, les degrés de réalité et de représentation. Plus on sera immergé dans le monde des images, plus il faudra apprendre à garder ses distances vis-à-vis de leurs apparences, de leurs faux et de leurs vraisemblants, plus il faudra éviter de se laisser tromper par la pseudo-évidence des sens. Le territoire de nos sens s'étend, celui des droits de l'homme aussi, et la vigilance à cet égard sera plus que jamais nécessaire. Philippe Kéo.